Bien le bonjour, YouTube! Avant de commencer cet épisode, nous allons devoir mettre 2-3 trucs au clair. Cet épisode est dans le thème de ma chaîne, c'est-à-dire qu'il se centre sur les langues et sur la linguistique. Alors certes, on va parler de langue juive, mais lorsque l'on parle de langue juive, on fait référence à plusieurs langues qui sont associées aux juifs pour des raisons diverses. Parmi ces raisons, il y a tout d'abord des raisons religieuses, on a également des raisons politiques, puisque nous allons parler d'histoire, de sionisme et de politique linguistique, et finalement on a également des raisons sociales. Bah oui, cet épisode est dans la continuité du précédent. On parlait de sociolinguistique. Car il se trouve que les juifs ont formé plusieurs groupes sociaux bien identifiables dans lesquels il y a eu des évolutions linguistiques intéressantes. Mais je tiens dès maintenant à préciser qu'il n'y a pas de langue qui soit associée par essence à une religion plus qu'à une autre. Comme je disais dans l'épisode précédent, une langue associée à une ethnie ou à un peuple est avant tout une langue associée à un groupe social. Et une langue, ça n'appartient à personne, les langues desquelles nous allons parler ne sont donc pas réservées aux juifs. L'hébreu, qui est la langue à laquelle on pense en premier lieu lorsque l'on parle de langue juive, est langue officielle d'Israël et est parlée par près de 8 millions d'Israéliens, dont beaucoup ne sont pas juifs. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens, certains sont athées, enfin je vais pas vous faire toutes les confessions non plus, hein, vous avez compris. De même, la langue la plus parlée par les juifs dans le monde est l'anglais. Oui, l'anglais. Tout simplement parce que beaucoup de juifs aujourd'hui habitent dans des pays anglophones. La deuxième langue la plus parlée par les juifs, c'est l'hébreu. Certes. Mais selon vous, la troisième langue la plus parlée par les juifs, c'est laquelle? L'arabe? Le français? L'allemand? Le polonais? Alors non, c'est le russe. Beaucoup de juifs sont issus de l'ex-URSS et beaucoup ont gardé le russe comme langue usuelle. D'ailleurs, pour situer un peu, selon les statistiques officielles de l'État d'Israël de l'année 2011, il y avait 15% d'Israéliens qui avaient comme langue maternelle le russe. Voilà, c'est dit. Après cette longue introduction, recentrons-nous sur le sujet principal et parlons de l'histoire linguistique des Juifs. Comme il faut bien choisir un point de départ et que ça n'aurait absolument aucun sens de remonter jusqu'à l'Homo sapiens, nous allons situer le point de début de notre histoire à la fondation du royaume d'Israël et du royaume de Juda, ce qui nous permettra de rester dans le thème. Et comme la date du début de la fondation du royaume d'Israël n'est pas du tout la même selon si on prend l'archéologie ou la Bible comme source, je n'essaierai pas d'en donner une. Surtout que les spécialistes eux-mêmes se crêpent le chignon là-dessus. Mais en gros, c'est situé entre le 10e et le 8e siècle avant notre ère. Les Juifs forment alors, à l'origine, un peuple sémite du Proche-Orient. Ils parlent donc naturellement, du moins à l'origine, une langue qui fait partie de la sous-famille des langues sémitiques. C'est une sous-famille de langues relativement importante qui comporte de très nombreuses langues parlées en Afrique et en Asie. On va pas tout détailler, parce qu'on y passerait la nuit, hein, mais en gros, on les divise comme suit. On a tout d'abord le sémitique oriental, dans lequel on trouve l'akkadien, une langue très importante parlée en Mésopotamie entre le 3e et le 1er millénaire avant notre ère, laquelle a donné l'assyrien, parlé jusqu'au 6e siècle avant notre ère en Assyrie, et le babylonien, parlé jusqu'au 5e siècle avant notre ère dans le sud de la Mésopotamie. Le babylonien était la langue la plus utilisée au Moyen-Orient entre le 2e et le 1er millénaire avant notre ère. De l'autre côté, on trouve le sémitique occidental qui contient 4 branches. La branche nord-ouest, où on trouve l'ougarique, une langue qui était parlée en Syrie mais qui est déjà morte au début du royaume d'Israël. La branche centre, qui contient entre autres le canéen, lequel a lui-même donné le phénicien, parlé originellement sur la côte libanaise actuelle et dans les colonies phéniciennes, comme à Carthage, en Sicile, à Chypre, ou encore l'hébreu. La langue des Juifs. Du calme. Et pas fini. On a encore la branche nord-est, qui contient l'araméen, parlé au Proche et au Moyen-Orient, et finalement la branche sud, qui a donné l'arabe d'une part et l'éthiopique d'autre part, ce dernier ayant donné le guèze, langue sacrée des chrétiens orthodoxes éthiopiens, et l'amharique, qui est aujourd'hui une des langues officielles d'Éthiopie et aussi, accessoirement, la deuxième langue sémitique la plus parlée au monde après l'arabe, si on considère bien sûr que l'arabe ne forme qu'une seule et même langue. Voilà en gros, hein, parce que bon, comme je l'ai dit avant, j'ai simplifié. Donc, si je vous demande, selon vous, quelle était la langue des Juifs à l'origine, vous me répondez l'hébreu. Oui, et non. Parce qu'en fait, à cette époque, au Proche-Orient, au niveau des langues, c'était un beau bordel. Par exemple, le phénicien était aussi parlé au royaume d'Israël, même s'il est vrai que la plupart des Juifs parlaient hébreu. Bon. Ça en tout cas c'est vrai jusqu'au 7e siècle avant notre ère. À cette époque, le royaume d'Israël est conquis par la Syrie, et l'araméen, la langue la plus parlée au Moyen-Orient à cette période, s'impose chez les Juifs. L'usage de l'hébreu chute fortement à partir du 6e siècle avant notre ère lorsque les Babyloniens rasent Jérusalem et détruisent le premier temple sous le règne de Nabuchodonosor II, lequel fait déporter l'élite politique, économique et religieuse juive vers plusieurs régions de l'Empire babylonien. En 538 avant notre ère, l'empereur perse Cyrus II libère finalement les Juifs déportés et les renvoie en Judée pour reconstruire le temple de Jérusalem. Mais beaucoup décident de rester à Babylone, premier centre culturel juif en dehors de Judée. À partir du 5e siècle avant notre ère, l'araméen devient donc la langue parlée par les Juifs. Alors certes, l'hébreu ne meurt pas vraiment, mais c'est par l'élite qu'il sera utilisé. Et son rôle sera surtout liturgique, c'est-à-dire qu'il servira surtout de langue de religion. Un rôle que prendra aussi l'araméen, puisque de nombreux textes religieux seront écrits dans cette langue. Par exemple, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, qui sont deux textes fondamentaux du judaïsme, seront écrits en araméen, à l'instar de nombreux autres textes apocryphes. Leur araméen est certes parfaitement intercompréhensible avec l'araméen courant, mais il est teinté de quelques emprunts hébreux, et il possède quelques structures différentes que les Juifs ont empruntées à leur ancienne langue. Cet araméen teinté d'hébreu, on l'appelle le judéo-araméen.
La situation linguistique finalement change guère avant moins 331, date à laquelle Alexandre le Grand vient conquérir le Moyen-Orient. En effet, à partir de ce moment, dans les villes conquises, l'élite de langue araméenne laisse sa place à une élite de langue grecque, comme dans l'une des plus grandes villes de l'époque, Babylone. L'empire séleucide, l'un des empires successeurs d'Alexandre le Grand, continue la politique d'hellénisation du territoire. Helléniser, ça veut dire rendre grec. Tu parles grec, tu écris grec, tu penses grec. Car comme tout le monde le sait à l'époque, les Grecs étaient très ouverts sur le monde barbare. Et de nombreux juifs se mettent donc à parler grec, même si la plupart continuent d'utiliser le judéo-araméen au quotidien. D'ailleurs, la révolte des Maccabées, qui conduit à l'indépendance de la Judée en 164 avant notre ère, est un conflit qui comporte plusieurs causes. Et l'une d'elles est la lutte entre les juifs hellénisés, qui sont favorables à la transformation de Jérusalem en cité grecque et au métissage culturel, et aux juifs plus traditionalistes qui y sont opposés. Ces juifs hellénisés, on les appelle les romagnotes. Les romagnotes existent encore aujourd'hui, majoritairement en Israël, en Grèce, aux États-Unis. Et ils parlent une langue qui s'appelle le yévani, qui est un dialecte grec hybridé avec de l'hébreu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bref. L'indépendance ne dure pas très longtemps puisque la Judée devient romaine en 37 avant notre ère. Linguistiquement, peu de choses changent sous l'Empire romain. L'araméen reste la langue la plus parlée, l'hébreu est réservé aux processions religieuses et le grec est la langue parlée par l'élite et les lettrés. Et d'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais Jésus-Christ, qui naît entre l'an 5 et 7 avant Jésus-Christ, t'es sûr pour la date là ou parlait et prêchait manifestement en araméen, tout comme ses apôtres d'ailleurs, tandis que les écrits du Nouveau Testament seront rédigés en grec ancien. Et au final, c'est assez révélateur de la situation linguistique de l'époque. L'araméen est la langue populaire, la langue qui est parlée dans la rue, et le grec est la langue de l'élite, la langue qui s'écrit. Ça me fait penser à l'épisode précédent, ça, avec la norme et l'usage, l'opposition entre l'oral et l'écrit, comme quoi on y revient toujours, hein. Bref, continuons. Entre 66 et 73 après notre ère, des tensions entre les Grecs et les Juifs apparaissent et un conflit finit par éclater. Encore? C'est ce qu'on appelle la Grande Révolte. Titus, empereur romain, qui en a un peu marre, débarque en Judée avec ses légions pour pacifier la zone. En 70, il fait raser Jérusalem et le temple, et comme c'était la coutume chez les Romains, on prend la population, on l'expulse, on la vend comme esclave. Et finalement, beaucoup de Juifs émigrent. Sauf les Samaritains. Eux, ils sont à part, ils sont plus ou moins épargnés par le conflit. Les Juifs immigrés s'installent pour beaucoup sur le bassin méditerranéen romain. Ensuite, certains remontent les grands fleuves européens et migrent vers le nord, beaucoup s'installant en Lorraine, en Flandre et en Rhénanie. Ce sont les Ashkénazes. On les oppose souvent aux Juifs qui ont plutôt décidé de migrer vers la péninsule ibérique. Ceux-là, ce sont les Séfarades. Et là, linguistiquement, ça devient très intéressant. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo, lorsque l'on parlait de sociolectes, de langues différentes en fonction des groupes sociaux? Toute cette histoire comme quoi vous partagez des codes linguistiques avec votre groupe social? Eh bien, imaginez une seconde que vous n'avez que votre groupe social et que vous n'avez pas ou peu d'interaction avec les autres groupes sociaux. Eh bien, les particularités de votre groupe social ne vont pas se diffuser dans la communauté linguistique et les particularités de votre groupe linguistique ne vont pas se diffuser dans votre cercle social. Avec le temps, votre sociolecte va dériver et va finir par former une langue à part. Une langue qui sera toujours intercompréhensible avec la langue de vos voisins, certes, mais une langue qui sera quand même bien à part. Que ce soit les Séfarades ou les Ashkénazes, chacun va se mettre à parler la langue parlée sur place. Cependant, leurs échanges linguistiques seront surtout faits au sein de leurs groupes sociaux, majoritairement si ce n'est exclusivement composés de juifs. À l'époque, les communautés juives étaient relativement indépendantes puisqu'elles étaient à part. Dans les royaumes espagnols, par exemple, les juifs vivaient séparés des chrétiens et des musulmans et avaient leur propre système judiciaire et social. Ainsi, avec le temps, leur langue évolue indépendamment de celle parlée par les autres. Et c'est ainsi que naît le judaïsme en Andalousie, entre le XIIe et le XIVe siècle, dérivé du vieux castillan, et le yiddish dans le Saint-Empire romain germanique vers le XIIe ou XIIIe siècle, dérivé du vieil allemand. Entre-temps, les juifs restés en Judée abandonnent l'usage de l'araméen et se mettent à parler arabe. Un arabe qui, comme pour les Séfarades et les Ashkénazes, évoluera peu à peu pour donner le judéo-arabe, un arabe un peu différent parlé par les communautés juives de l'Empire arabo-musulman. Durant le Moyen-Âge, on assiste donc à deux événements linguistiques majeurs. Tout d'abord, on a la disparition d'une langue importante. Une langue qui était la langue la plus parlée pendant une bonne partie de l'Antiquité au Moyen-Orient et qui était devenue de facto la langue des Juifs. Bah oui, parce que c'était la langue dans laquelle conversaient les Juifs depuis la chute du royaume d'Israël et du royaume de Juda, et dans laquelle beaucoup de textes religieux ont été écrits. Et cette langue, vous l'avez compris, c'est l'araméen, ou plutôt le judéo-araméen. Mais on assiste également peu après à notre deuxième événement linguistique majeur. Et cet événement, c'est la naissance de deux langues juives indo-européennes très importantes. L'une est germanique, le yiddish, et la seconde est romane, le judaïsme. Comme vous le savez sûrement, la péninsule ibérique était partagée entre l'Andalousie musulmane, située au sud, et les royaumes chrétiens du nord. Ces derniers commencent véritablement à conquérir le sud au XIIe siècle, une conquête qui s'achève en 1492 lorsque l'émirat de Grenade chute. Or, la première motivation de la Reconquista est avant tout religieuse. Des ordres militaires sont fondés et des croisés des Templiers de toute l'Europe viennent participer à ce qui était alors une croisade. Et si dans les territoires conquis, les populations des trois religions cohabitent sans trop de problèmes, à partir du XIVe siècle et parallèlement à la Reconquête, des décrets sont promulgués afin de séparer les catholiques des juifs et des musulmans. Les royaumes chrétiens ibériques fondent en effet leur identité sur la religion catholique. Ils accablent alors les communautés juives et musulmanes qu'ils forcent à fuir
Pérou à se convertir, et plusieurs massacres sont perpétrés. L'intégration des nouveaux convertis, qui se passe dans un premier temps plutôt bien, finit par attiser la jalousie des vieux chrétiens. À cette époque, le concept de limpieza de sangre, ou en portugais de limpeza de sangue, c'est-à-dire de pureté de sang, apparaît. Il met en opposition les chrétiens dits de sang pur et les autres chrétiens, comme les juifs et les musulmans qui avaient été forcés de se convertir. L'Inquisition est alors chargée de traquer les hérétiques et de vérifier si les convertis le sont vraiment. Pour mettre fin aux conflits religieux, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon promulguent en 1492 le décret de l'Alhambra. Celui-ci force les juifs à choisir entre la conversion et l'expulsion, et ce afin de rompre le contact entre les nouveaux convertis et leur ancienne communauté. Ce sont donc 50 000 juifs qui se convertissent, tandis que 150 000 décident de fuir, principalement vers le Maghreb, vers l'Italie continentale. Continentale parce qu'à cette époque, la Corse et la Sardaigne sont sous domination espagnole, et vers l'Empire ottoman où le sultan Beyazid le Juste les accueille. Alors bien évidemment, on vient surtout de parler d'histoire et relativement peu de langue. Et vous l'aurez compris, l'expulsion des juifs correspond à un déclin de l'usage du judaismo, puisque les nouveaux convertis doivent aussi s'intégrer linguistiquement, et pour cela, ils doivent abandonner leur ancienne langue. Le judaismo sera alors désormais parlé en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman. Il deviendra par exemple la première langue parlée aux Thessaloniques et le judaismo s'implante également à Jérusalem. De ce fait, espagnol et judaismo connaîtront des évolutions linguistiques différentes, le judaismo restant caractéristique du castillan du XVe siècle. À partir du XVIIe siècle, les différences entre les deux langues sont bien perceptibles. Voyons quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, phonétiquement, le judaismo est caractéristique des parlers du sud de l'Espagne, puisqu'il a aussi bien le yeísmo, c'est-à-dire que l'ie écrit 2 L et ie écrit y sont prononcés de la même façon, que le ceseo. C'est-à-dire que C et S sont prononcés tous deux se, alors qu'en castillan, C est désormais prononcé th, tandis que S est prononcé se. En vieux castillan, C était prononcé ts. De même, Z est prononcé ze en judaismo, alors qu'en castillan, il est prononcé th. En vieux castillan, cette lettre correspondait au son j. On a par exemple désir en judaismo, mais on a decir en espagnol moderne. En castillan, B et V sont tous les deux interchangeables, tantôt prononcé B, tantôt prononcé V, en fonction de la position dans le mot. Le judaismo a cependant conservé la distinction entre le B et le V. On a par exemple vivir en judaismo et vivir en espagnol. Le son fe en vieux castillan devient he en début de mot, mais il est maintenu en judaismo. On a par exemple fiero en judaismo, mais on a hiero en espagnol standard. Le changement le plus significatif concerne sûrement la rota en espagnol. En effet, en espagnol, les lettres X et J correspondent aujourd'hui au son J. Mais autrefois, la lettre X était prononcée ch et la lettre J était prononcée je. Ces sons n'ayant muté qu'au XVIe siècle, époque à laquelle les séfarades avaient déjà quitté l'Espagne. Les lettres X et J sont donc prononcées comme en vieux castillan, comme en portugais aujourd'hui d'ailleurs, à savoir che, je ou dje. On a par exemple fijo en judaismo et pas hiro. On a deixar et pas dejar. On a baixo et on n'a pas bajo. Sinon, on a d'autres changements intéressants. Par exemple, nue devient mue. On a nuevo en judaismo, mais nuevo en espagnol. Iu devient if. On a ciudad en judaismo, mais on a ciudad en espagnol. Erde devient dre. On a par exemple vedre en judaismo, mais verde en espagnol. Autre caractéristique intéressante en judaismo, le A et le O sont respectivement associés au féminin et au masculin. Comme en espagnol, me direz-vous. Certes, mais en judaismo, les mots finissant par E sont donc réanalysés pour qu'ils finissent soit en A, soit en O, en fonction de leur genre. Par exemple, la clase en espagnol deviendra la clasa en judaismo. La phrase deviendra la frasa. Pareillement, el ataque deviendra el ataco. On a également quelques changements du côté des conjugaisons. Par exemple, le passé composé a disparu, tandis que le passé simple a une conjugaison qui est légèrement différente. En espagnol, hablamos, qui veut dire nous parlions, équivaut à favlimos en judaismo. On a bien évidemment plusieurs mots qui changent de sens, comme afeita qui veut dire en espagnol raser, mais qui veut dire en judaismo arranger. Plus intéressant encore, certains mots conservent la prononciation qu'ils avaient en vieux castillan. Par exemple, ahora, qui veut dire maintenant en espagnol, se dira en judaismo agora, où le G est maintenu. Après, comme vous vous en doutez, une bonne partie du lexique vient de l'hébreu, mais également du castillan, du portugais et même du turc. A noter que le judaismo, issu du catalan, n'est pas la seule langue juive de la péninsule ibérique. On trouve également, par exemple, le judéo-portugais ou encore le judéo-catalan. Ces dernières, cependant, n'étaient pas aussi importantes en termes de locuteurs ou en termes d'importance, et elles ont rapidement disparu après l'Inquisition. Seul le judéo-portugais a plus ou moins survécu, et ce notamment de la diaspora juive en dehors du Portugal, comme en Amérique et plus particulièrement au Brésil. Le Brésil deviendra brièvement néerlandais entre 1581 et 1654. Et quand les Portugais le récupéreront, ils rétabliront l'Inquisition et ils expulseront donc les Juifs qui trouveront refuge finalement dans les colonies néerlandaises des Caraïbes, comme à Aruba, Bonaire ou Curaçao. Et là-bas, le judéo-portugais et le judaismo influenceront le créole papiamento, qui est la langue la plus parlée sur ces îles aujourd'hui. Notez qu'avec les migrations et les mariages, le judéo-portugais et le judéo-catalan ont également bien influencé le judaismo. Il existe une autre langue juive d'Ibérie qui s'appelle le ladino. En fait, le ladino, à l'origine, c'est une transcription littérale des textes hébraïques
en castillan. Il a d'ailleurs été créé par des rabbins espagnols afin d'enseigner et d'étudier les textes hébraïques. Donc voilà, en gros, vous prenez un mot hébreu et vous le traduisez littéralement par son équivalent en castillan. Le résultat, c'est donc une langue sémitique avec un lexique hispanique. Le ladino est donc différent du judaismo avec lequel il a à peu près rien à voir. Cependant, le terme ladino sera utilisé comme synonyme de judaismo dans les communautés juives d'Afrique du Nord et plus particulièrement celle du Maroc. D'où une certaine confusion. Passons désormais au yiddish. Comme nous l'avions établi, le yiddish est la langue des Ashkénazes et c'est une langue germanique puisqu'elle est issue du vieillo-allemand et du moyenno-allemand de l'Ouest, ce à quoi s'ajoutent des influences françaises, italiennes, provençales, c'est-à-dire toutes les langues qui correspondent aux régions que les juifs ont dû traverser lorsqu'ils ont migré. Mais en fait, il est assez difficile de parler de yiddish, tout simplement parce qu'il n'en existe pas un seul, mais bien plusieurs. À partir du XIVe siècle, de nombreux Ashkénazes sont expulsés des États du Saint-Empire, ils migrent alors vers l'Europe de l'Est, vers l'actuelle Pologne, Lituanie, Tchéquie, et leur yiddish emprunte donc beaucoup aux langues slaves. À partir de ce moment, on n'a plus un yiddish, mais deux yiddish. Le yiddish occidental, parlé en actuelle Allemagne, et le yiddish oriental, parlé en Europe centrale et de l'Est. Au XVIIIe siècle, on assiste à la naissance de deux mouvements religieux juifs majeurs. D'un côté, la Haskalah en Allemagne, et de l'autre côté, le hassidisme en Europe de l'Est. Ces deux mouvements religieux sont fondamentalement différents, puisque le hassidisme est un mouvement religieux populaire, traditionnaliste, orthodoxe, et particulièrement méfiant vis-à-vis de la modernité. Le hassidisme contribuera alors au développement d'une littérature yiddish populaire. Au contraire, la Haskalah est un mouvement inspiré des Lumières qui vise à réduire l'écart entre les juifs et les non-juifs. Elle prône alors une intégration maximale des juifs dans leurs pays respectifs, que ce soit par un changement des habitudes vestimentaires, culturelles et même linguistiques. La Haskalah méprise alors particulièrement le yiddish, lié selon elle à l'obscurantisme, au ghetto et au bas peuple. De nombreux Ashkénazes abandonnent donc son utilisation au profit de l'allemand standard. On a donc d'un côté le yiddish occidental qui décroît, tandis que le yiddish oriental devient de plus en plus populaire. Ce dernier servira donc à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle de standard pour tous les Ashkénazes, rôle qui était auparavant réservé au yiddish occidental. Au XIXe siècle, on assiste à un fort développement de la littérature et de la presse en yiddish. De plus, le yiddish est la langue du prolétariat juif. Et à cette époque, de nombreux ouvriers décident de migrer vers les États-Unis, les Ashkénazes y compris, emportant avec eux le yiddish. À la fin du XIXe siècle, le yiddish se standardise en se basant sur le yiddish lituanien, devenant alors une langue universitaire et une langue de littérature importante. En 1920, l'oblast de Birobidjan est créé dans l'extrême sud-est soviétique, avec pour langue officielle le yiddish. Et en 1925, un institut scientifique juif voit le jour à Berlin. À la fin des années 1930, ce sont entre 11 et 13 millions de personnes qui parlent yiddish, ce qui en fait donc la langue juive la plus parlée dans le monde, la plupart des locuteurs vivant donc en Pologne, en Lituanie, en Russie ou en Ukraine. Grammaticalement, en ce qui concerne le yiddish, c'est une langue donc germanique qui incorpore de nombreux éléments hébreux et slaves. Le yiddish était donc largement intercompréhensible avec l'allemand. De nombreuses différences existent cependant. Phonétiquement, tout d'abord, on peut établir un tableau de concordance entre les voyelles de l'allemand et du yiddish. Le A long en allemand équivaut à un O en yiddish. Le mot schaf équivaut par exemple au mot schof. Le A court allemand équivaut en yiddish à un A. On a par exemple Salz qui reste Salz en yiddish. Le O long en allemand équivaut à Oi en yiddish. Le mot brot en allemand se dit par exemple au yiddish Breut. Le son E en allemand équivaut au yiddish Ei. Le mot böse en allemand équivaut par exemple au yiddish Beis. Le E court équivaut à un E en yiddish. Köpfe en allemand équivaut par exemple à Kep. Le son E qui est long en allemand équivaut au yiddish Ei. Esel se dira par exemple Eisl. Le E ouvert qui est court équivaudra en yiddish à un son E. Eng restera donc Eng. Le son U, qu'il soit court ou long, équivaudra au yiddish à un I. On aura par exemple Uber en allemand qui donnera Iber en yiddish. Notons également que le mot yiddish est une déformation du mot jüdisch. La diphtongue Au en allemand équivaut au yiddish Oi. Auge se dira Oik. La diphtongue Ei équivaut au yiddish Ei ou Ei. Stein en allemand équivaut par exemple au yiddish Stein. Wein équivaut à Wein. Et pour finir, la diphtongue Oi en allemand équivaut au yiddish Ei. On a en allemand Neu, mais on a en yiddish Nei. Quant au schwa, il est pour la plupart du temps perdu. Schreiben, par exemple, équivaut au yiddish Schreiben, sans le schwa. On remarque alors que les voyelles longues ou les diphtongues de l'allemand standard correspondent presque toujours à des diphtongues en yiddish. Le développement des voyelles en yiddish s'est fait à partir du vieil allemand, et son développement est relativement similaire au développement des voyelles des dialectes allemands centraux et supérieurs. Cependant, phonétiquement, la chose la plus intéressante reste encore le traitement de la deuxième mutation consonantique. Prenons un exemple. Le son P en vieil allemand correspond à un son F en milieu de mot ou un son F en début de mot en moyenno-allemand. En yiddish, le son F a été généralisé dans toutes les positions. Le mot vieil allemand Pepper, poivre, devient par exemple Pfeffer en allemand. Piepen devient Pfeifen. Pflanze devient Franze, Pferd devient Pferd. En yiddish, par contre, on aura Pfeffer, Fein, Pflanzen, Pferd. Le double P qui devient en allemand Pfe en milieu de mot reste par contre P en yiddish. Le vieillot allemand Skepen devient Schöpfen en allemand, mais devient Schepten en yiddish. Apfel devient Apfel en allemand, mais Äpfel en yiddish.
Sinon, le yiddish ne fait pas la différence entre le son ch et le son re, comme on a en allemand entre licht et bourg. Comme en alémanique et en bavarois, le yiddish n'utilise que le son re. On dira donc licht et bourg. Morphologiquement, il y a également pas mal de choses à dire. Et on va se concentrer sur quelques spécificités sans trop apporter de détails. Tout d'abord, en ce qui concerne les déclinaisons, le yiddish décline les noms propres à l'accusatif et au datif, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas sujets de l'action. Ir c'est Doviden, je vois David, ou David devient Doviden. En allemand, pour comparer, on aura Ich sehe David. Ce N final, on le retrouve dans plusieurs cas, par exemple avec la proposition in der Luften, dans l'air, qui correspondra à l'allemand in der Luft. Les articles également ont changé. Si vous avez fait de l'allemand, vous devez vous souvenir des articles der, die, das, où der est le masculin, die est le féminin et das est le neutre. Ensuite, vous avez sûrement dû apprendre un tableau de déclinaison, vous étiez alors heureux de savoir que der devenait den à l'accusatif, dem au datif et des au génitif. Die devenait die, der, et das devenait das, dem, des. Finalement, au pluriel, nous avions die qui devenait die, den, der. En yiddish, c'est beaucoup plus simple. Der devient dem, 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 die devient der, del, der, dos devient dos, dem, dem, et die au pluriel devient di, di, di. C'est quand même vachement plus simple. Et cette simplification, justement, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Ensuite, si on continue de comparer l'allemand, le yiddish forme son pluriel parfois de façon très différente. Alors certes, le yiddish a plus ou moins généralisé le pluriel en UN qu'on trouve en allemand. Tisch devient tischen, yam devient yamen. Parfois, cependant, on a des changements de voyelles. Tag, le jour, devient par exemple teg. Et le plus intéressant, ce sont les pluriels hébreux. Poyer, paysan, devient au pluriel poyerim. Mume devient mumas, où s et im sont des marques de pluriel empruntées à l'hébreu. D'un point de vue lexical, bien évidemment, comme déjà évoqué, le yiddish c'est surtout une base germanique, mais il est également pas mal pris aux langues slaves, à l'hébreu et même aux langues romanes. Plutôt que de vous prendre une liste d'exemples de mots yiddish empruntés à ces langues, je vais plutôt vous parler de 3 mots. Bagel, goy, glitch. Ces 3 mots que l'on attribue volontiers à l'anglais sont en fait issus du yiddish. En effet, bagel vient du yiddish beik, qui veut dire anneau, glitch vient du yiddish glitch, qui veut dire glissement, et goy vient du yiddish goy, qui veut dire peuple-nation. Je ne vais pas longuement parler de la Seconde Guerre mondiale que nous connaissons tous assez bien pour les atrocités qui ont été commises. Mais comme vous vous en doutez, c'est à partir de ce moment que l'usage des langues que sont le yiddish et le judaismo va fortement décroître. 85% des juifs exterminés durant l'Holocauste étaient de langue yiddish. Beaucoup des juifs déportés venaient également des Balkans, ancien territoire ottoman où les séfarades de langue judaismo s'étaient installés. D'ailleurs, en ce qui concerne le judaismo, son usage avait déjà fortement décru en Afrique du Nord suite à la colonisation française, puisque beaucoup de séfarades avaient alors adopté le français comme langue usuelle. Enfin bref, la fin de la Seconde Guerre mondiale rime surtout avec la création de l'État d'Israël, et donc avec la réapparition de l'hébreu. Et là, chez vous, c'est le moment où ça doit tilter. C'est le moment où ça va coincer un peu, c'est le moment où vous allez vous poser des questions. Car oui, on avait plus ou moins établi à la fin de la première partie de cette vidéo consacrée aux langues juives que l'hébreu avait disparu, avait cédé sa place à d'autres langues juives. Et c'est vrai. Mais parlons un peu d'Eliezer Isaac Perelman Elianov, également connu sous le nom de Eliezer Ben Yehuda. Eliezer est un philologue juif, né à Louiki en 1858 dans l'actuelle Biélorussie. Comme la plupart des juifs de l'Europe de l'Est à cette époque, il parle alors le yiddish. Eliezer est issu d'une famille hassidique, mais il se tourne vers les idées de la Haskalah durant son adolescence. La deuxième moitié du 19e siècle en Europe rime avec l'émergence des nationalismes et le concept d'État-nation. Et c'est durant cette période que l'Allemagne et l'Italie s'unifient autour d'un élément central qui est la langue. Chez les juifs, et notamment dans l'Europe de l'Est, dans les communautés ashkénazes, on assiste également à l'émergence d'un sentiment national. Certains juifs rêvent alors de retourner au Proche-Orient pour y fonder un État indépendant. C'est ce qu'on appelle le sionisme. Cependant, si les juifs se sentent membres d'une même communauté, ils parlent tous des langues différentes. On a parlé des différentes variétés du yiddish, du judaismo, nous avions évoqué le judéo-arabe, et ils parlent également les langues des pays dans lesquels ils vivent, comme le français, l'allemand ou l'anglais. Eliezer est convaincu que la nation juive ne peut se faire qu'autour d'une seule langue, et cette langue, ça doit être l'hébreu. Or, comme nous l'avons déjà évoqué, l'hébreu est une langue morte, et ce depuis des siècles. Eliezer va donc tout simplement projeter de la reconstruire. La tâche ne sera pas simple, car Eliezer va rencontrer de la résistance chez les adeptes de la Haskalah, qui, comme nous l'avons dit, prônent une intégration maximale des juifs dans leurs pays respectifs. Pour la Haskalah, l'hébreu ne doit pas servir à autre chose qu'à la littérature puriste, et il est alors donc hors de question de le ressusciter pour qu'il soit parlé au quotidien. Les hassidiques y sont également opposés, puisqu'ils sont au départ profondément antisionistes. Les hassidiques considèrent que seul le Messie peut recréer Israël. Recréer Israël à sa place, c'est refuser l'autorité de Dieu. Eliezer n'en démord pas, et d'ailleurs il ne va pas se limiter à ressusciter l'hébreu, il va également tout simplement le réinventer. L'hébreu moderne peut être associé à des langues construites comme le Tokipona, le Volapük ou encore l'espéranto. En effet, les langues construites sont des langues qui sont l'œuvre de l'homme, et elles s'opposent en cela aux langues naturelles qui se développent spontanément. Alors je sais, ça peut paraître bizarre comme ça. Mais pourtant. Alors je ne vais pas tout détailler ici parce que ça fera l'objet d'un épisode à part entière, mais il existe plusieurs types de langues construites et l'un de ces types est le type a posteriori. Une langue construite a posteriori est une langue construite qui est basée sur une ou plusieurs langues naturelles. Eliezer s'inspire donc de l'hébreu biblique et de la prononciation séfarade de l'hébreu et il va également inventer de nouveaux mots pour combler les manques lexicaux.
En 1881, il émigre en Palestine ottomane où il essaye de promouvoir son nouvel hébreu, mais son projet aura alors peine à trouver son public. Les juifs locaux préfèrent alors le russe, le français, l'allemand ou l'anglais. Il s'installe à Jérusalem et il impose l'hébreu dans son cercle familial tout en incitant les autres familles à faire de même. En 1882, Eliezer commence à enseigner l'hébreu à l'école de l'Alliance israélite universelle, et en 1886, la première école en hébreu est établie dans la colonie de Rishon LeZion. À l'époque, la plupart des familles juives sont réfractaires à l'enseignement de l'hébreu moderne, qu'ils considèrent comme inutile, cette langue étant peu parlée, peu comprise, ayant de sérieuses lacunes lexicales lorsqu'il s'agissait de décrire les activités quotidiennes, ayant une prononciation alors non standardisée. La grammaire de l'hébreu s'étoffe et son enseignement se poursuit. Peu à peu, l'hébreu s'imposera dans le domaine public juif, où il servira pour les conférences, les discussions publiques, au détriment bien évidemment du yiddish qui sera fortement rejeté. N'oubliez pas qu'à l'époque, comme on l'a évoqué précédemment, le yiddish était la langue juive la plus parlée. En 1902, l'hébreu d'Eliezer n'était parlé que dans une dizaine de familles, alors que le yiddish était parlé par près de 11 millions de personnes. En 1909, la première ville hébreuse, Tel Aviv, est fondée et l'hébreu y devient courant. Toute l'administration de la ville étant en hébreu, les panneaux et tout l'affichage public également. À cette époque, les premiers locuteurs ayant l'hébreu comme langue maternelle apparaissent. Tous les nouveaux Olim, c'est-à-dire les juifs retournés en Palestine, sont forcés d'apprendre et parler l'hébreu. Une académie de langue hébreuse est fondée pour standardiser la langue qui n'est pas encore uniforme. En 1913, une guerre linguistique surgit, opposant les défenseurs de l'hébreu comme langue d'enseignement technique et ceux qui préféraient l'allemand. Ces derniers ayant alors un large vocabulaire technique, tandis que l'hébreu à cette époque n'en avait tout simplement pas. Le camp des défenseurs de l'hébreu l'emporte et un institut technologique est fondé, et ce notamment afin de répondre aux besoins lexicaux des domaines techniques. D'ailleurs, entre 1915 et 1920, énormément de nouveaux mots apparaissent, et ce dans tous les domaines. En 1922, l'hébreu devient une des langues officielles de la Palestine sous mandat britannique, et les juifs ne parlant pas hébreu dans la rue sont sommés de le faire. L'hébreu moderne est donc considéré comme une langue sémitique au même titre que l'hébreu ancien. Mais en réalité, l'hébreu moderne est plus un créole entre indo-européen et sémitique. En effet, on trouve dans la langue de nombreuses influences yiddish, françaises, anglaises, allemandes, espagnoles. De nombreuses structures sont également prises aux langues slaves. Le judaïsme est également beaucoup influencé. Bref, l'hébreu moderne a également pris beaucoup aux langues parlées par les juifs avant qu'ils émigrent en Palestine. Des mots comme gazaz ou exhaust peuvent par exemple sembler typiquement hébreux, ce sont en réalité des emprunts. Le premier vient du français eau gazeuse, et le deuxième vient de l'anglais exhaust. L'ordre des mots est en hébreu moderne le plus souvent du type sujet, verbe, objet, comme dans les langues indo-européennes que sont l'allemand, le français, l'anglais ou l'espagnol, et comme c'était le cas en yiddish et en judaïsmo, alors qu'il était plutôt verbe, sujet, objet en hébreu biblique. En 1948, lorsque l'État d'Israël devient indépendant, l'hébreu devient langue officielle aux côtés de l'arabe. L'anglais, quant à lui, est choisi comme langue de signalisation et comme langue seconde. Notons également que dans un premier temps, le français est également choisi comme langue diplomatique. Rapidement, beaucoup de juifs du monde entier et de langues diverses immigrent en Israël, beaucoup d'entre eux parlant d'ailleurs français, russe, allemand ou anglais. Parmi ces langues, justement, on trouve bien évidemment le yiddish et le judaïsmo. Cependant, le yiddish est fortement réprimé. Les représentations culturelles en langue yiddish sont même alors interdites et les citoyens sont obligés de choisir des prénoms hébreux. Suite à cette politique linguistique, l'usage du judaïsmo et du yiddish chute fortement, les ashkénazes et les séfarades étant alors obligés, par la force des choses, de parler hébreu. La seule exception concerne les juifs haredim, qui ont alors hérité des principes hassidiques et qui, dans le refus de la modernité et du sionisme, ont conservé le yiddish comme langue familiale et comme langue culturelle. Je sais pas si vous êtes vraiment familier avec le terme haredim, mais souvent les haredim sont qualifiés d'ultra-orthodoxes, c'est un terme qui est beaucoup plus courant. Après l'hébreu ancien, puis l'araméen, puis le yiddish et le judaïsmo, c'est donc le nouvel hébreu qui s'est imposé comme la nouvelle langue des juifs, même si, aujourd'hui, la langue la plus parlée par les juifs est l'anglais. En 2011, 50% des Israéliens avaient comme langue maternelle l'hébreu. A contrario, 10% des juifs israéliens n'avaient pas une bonne compréhension de cette langue. À partir de 1990, la politique linguistique a changé. Par exemple, les russophones, qui sont les plus nombreux après les hébrophones et les arabophones, ont désormais accès à des canaux télévisés dans leur langue. Les juifs éthiopiens, quant à eux, ont des émissions radiophoniques en amharique ou en tigrinya. Et le yiddish et le judaïsmo, dont l'usage a fortement chuté, font désormais partie de programmes de sauvegarde. Nous avons donc parlé des langues juives les plus connues, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. On a par exemple le judéo-provençal, également appelé chouadit, le judéo-grec dont on a parlé précédemment, qui s'appelle le yévanique, le judéo-perse également appelé jidi, le judéo-berbère également appelé temesir tudai, le judéo-italien également appelé laz ou judaesco. On a d'autres langues qui sont beaucoup plus surprenantes. On a le judéo-géorgien également appelé kivrouli, on a le judéo-tchèque appelé knanitz, on a le judéo-marathi, on a le judéo-malayam, on a même le judéo-chinois. Notez que dans cet épisode, on a surtout utilisé l'alphabet latin pour transcrire les langues juives. Bien évidemment, c'est pour des raisons pratiques, pour que ce soit plus agréable pour vous. Le plus souvent, les langues juives utilisent en fait l'alphabet hébreu, ou plutôt des adaptations de cet alphabet. Malgré tout, l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique ont également été beaucoup utilisés. Et d'ailleurs, on a même très souvent utilisé plusieurs alphabets à la fois. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les notifications de la chaîne, notamment pour ne louper aucune vidéo. Et finalement, vous pouvez contribuer à la chaîne en donnant des tips. Pour ceux qui ne savent pas, le tip c'est un peu un pourboire que vous donnez de façon mensuelle ou de façon unique, c'est un peu comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.